prochaine. Il nous en reste plus que 4. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu un bonsoir. Oui. Alors, 5h31. Ben oui, on peut y aller. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Je vais mettre c'est le. Voilà. C'est le noir. Ben, bonjour à tous à ce 8e direct du MOOC Socle en mathématiques. Aujourd'hui, je regardais le nombre d'inscriptions. On était 14 137, je crois. Et bon, on avance. Aujourd'hui, on va parler de la semaine 8 portant sur la représentation graphique des fonctions. Et on espère que vous avez beaucoup de questions. Bah, pas beaucoup, quelques-unes, sinon on va finir trop tard. Et ça y est. Et je donne la parole à Isabelle. On avait vu qu'il y avait une discussion pas tout à fait close sur la direction asymptotique et l'équation asymptotique. Est-ce qu'il y a une différence? Ouais. Alors, bonsoir à tous d'abord avant de commencer. Alors, effectivement, moi, j'aime beaucoup la réponse que vous donnez, Soda, dans le forum. Je suis complètement d'accord avec lui. Peut-être une autre façon de dire les choses. Je suis en train d'essayer de partager mon écran. Mais alors, comme d'habitude, j'ai du mal parce que c'est le démarrage et que j'ai perdu mon écran. Voilà, je le trouve. Ah non, je peux pas. Excusez-moi. Alors en plus, je m'excuse pour ma voix, j'ai mes allergies printanières qui sont revenues et vous devez avoir une voix de cresserelle dans le micro. C'est encore pire que d'habitude. Je m'en excuse, mais voilà, je peux pas faire autre. Donc, Voilà, on voit ta tablette. alors, est-ce qu'il veut bien lancer Bambou? Non, il veut pas le lancer. Si je le lancer comme ça, et du coup, c'est plus simple. Je partage. Et ça, vous le voyez pas mon bloc-notes là? On voit la page d'accueil avec bambou, mais pas tout à fait ton bloc-notes. D'accord. Donc, je vais redémarrer le partage. Voilà, c'est mon bloc-notes que je voudrais. Voilà, là, vous devriez l'avoir. Oui, on le voit. C'est bon? Mhm. Alors, effectivement, quand est-ce qu'on se pose la question d'une direction asymptotique ou d'une asymptote ou d'une branche infinie? C'est quand, quelque part dans le tableau de variation de notre fonction, on a un plus ou moins l'infini. Dès qu'on va avoir un plus ou moins l'infini, on va pouvoir se poser la question de est-ce que j'ai une asymptote, une branche infinie ou quoi que ce soit. Parce que dans les représentations de fonctions, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez avoir par exemple à un moment x qui prend une valeur fixe, disons 1, et que f de x, elle s'en va vers plus l'infini. J'ai x qui se rapproche d'une valeur 1 et pourtant la fonction va vers plus l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon graphe, alors que je me rapproche de 1 par la droite ou par la gauche, donc en venant ici par la gauche ou ici par la droite, mon f de x, lui, alors que je vais me rapprocher de 1, il va se retrouver là-haut, en plus l'infini. Alors, évidemment, plus l'infini, c'est pas un nombre, c'est simplement une notation pour dire un nombre positif aussi grand que je veux.
Donc ça veut dire que quelque part, ma fonction, elle va faire, alors je ne sais pas ce qu'elle fait avant, elle peut faire, non, elle peut pas faire ça, parce que ça, c'est plus une fonction. Mais en dehors de ça, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut descendre, elle peut être en plus l'infini et là recroître. Bon, ça gêne pas du tout. Mais ce qui est important, c'est que globalement, autour de 1, je vais avoir ce qu'on appelle une droite asymptote verticale. Alors, c'est pas vraiment une équation de droite y égale à x plus b, parce que vous voyez que là, pour le même x, j'ai une infinité d'images possibles. Donc, c'est pas une fonction, mais c'est une équation qui me dit x égale 1. J'ai la droite asymptote verticale, x égale 1. Ça, c'est le premier cas. C'est un cas qui est, entre guillemets, facile. Il y a un autre cas qui est facile, c'est si jamais c'est un peu j'ai envie de dire le contraire. Alors le contraire, ça veut dire quoi dans ma bouche? Ça veut dire que c'est x qui, disons, s'en va vers plus l'infini et que f de x, lui, il tend vers 1. C'est-à-dire que dans ma représentation graphique de ma fonction, j'ai une sorte de valeur limite qui est f de x égale 1, une valeur seuil, une valeur plafond, pardon, une valeur plafond y égale 1, puisque le y, c'est en fait le f de x, hein, et que, en fait, ma fonction, eh bien, quand je vais aller vers l'infini, elle va se rapprocher infiniment de... Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait avant. Elle peut faire ça, elle peut osciller, elle peut repartir, elle peut aller vers plus l'infini. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que en plus l'infini, elle se rapproche infiniment de 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Vous voyez la différence? Là, le 1, il concerne f de x, il concerne les ordonnées, alors que tout à l'heure, le 1, il concernait les x, il concernait les abscisses. J'avais une asymptote verticale x égale 1, et là, j'ai une asymptote horizontale y égale 1. Quand on parle d'asymptote verticale ou d'asymptote horizontale, on parle obligatoirement de droite. X égale 1, Y égale 1, ce sont des droites. Maintenant, il peut se passer autre chose, et qui est sans doute le cas le plus difficile, c'est si jamais, quand x tend vers l'infini, alors disons plus l'infini pour ne pas être embêté par les signes, hein, f de x aussi s'en va vers plus l'infini. Alors ça, il y a énormément de façons de le faire. Je peux le faire très rapidement. Ça y est, j'ai changé de page. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On peut le faire. Donc, on peut le faire très rapidement, par exemple, comme une exponentielle. On peut le faire beaucoup moins rapidement, comme disons une parabole. On peut le faire comme une droite. On peut aussi le faire comme une fonction racine. Vous voyez que dans les 4 cas qui sont là, j'ai quelque chose qui s'en va vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, mais de façon complètement différente. Là, c'est très rapide, là, ça s'en va tout doucement, là, ça s'en va selon une droite, là, ça s'en va selon une parabole, et puis même, je pourrais imaginer des cas où ça s'en va en oscillant comme ça. Pourquoi pas? Ça pourrait s'en aller comme ça. Bon. Alors du coup, évidemment, les matheux, ils aiment bien dire, mais ça correspond à quoi exactement? Bon. Alors, du coup, on a fait des classements. Alors, on va dire qu'on a
une droite asymptote oblique, si c'est une droite. Je vais avoir une asymptote oblique. Alors, comme c'est une droite, ça sera y égale à x plus b. Il y aura un a qui sera un vrai coefficient, un b qui sera un vrai coefficient réel. Pas un plus l'infini, un moins l'infini, ça sera un vrai coefficient. Là, ça sera une droite asymptote oblique. Ou bien, je peux avoir un plus l'infini qui en fait correspond à celui d'une parabole. Celui d'une parabole, si vous regardez, une parabole, c'est, je vais effacer ce qu'il y a là-dessus, je sais plus comment je fais, je crois que je fais ça. Clear patch, voilà. Une parabole, c'est quoi? C'est par exemple la fonction f de x égale x2. Quand je regarde f de x égale x2, effectivement, x2 il tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et si je fais f de x sur x, j'obtiens x. Et ça continue à tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour avoir le même comportement qu'une parabole, il faut à la fois que f de x et f de x tendent vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et là, j'ai ce qu'on appelle une branche parabolique verticale. Ça a l'allure d'une parabole et c'est vraiment vertical comme une parabole. Maintenant, il y a autre chose qui a l'allure d'une parabole, mais c'est une parabole couchée, c'est racine de x. C'est celle qu'on avait dessinée là plutôt, la verte, couchée. Celle-là, quand je regarde, effectivement, racine de x quand x tend vers plus l'infini, il s'en va vers plus l'infini. Et quand je vais faire f de x sur y, je vais obtenir racine de x sur x, donc finalement 1 sur racine de x, parce que comme je suis en plus l'infini, je suis au moins sur des nombres positifs, hein, c'est le moins que je puisse avoir. Et ça, du coup, ça tend plus vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et vous voyez que globalement, sur les deux fonctions, j'ai pas le même comportement que tout à l'heure. Quand j'avais x carré, j'avais f de x et f de x qui tous les deux tendaient vers plus l'infini. Quand j'ai racine de x, f de x tend vers plus l'infini, mais f de x sur x tend vers 0. Dans ces cas-là, j'ai bien quelque chose qui est parabolique, c'est une fonction racine, mais c'est une fonction racine couchée, c'est ce qu'on appelle une branche parabolique horizontale. Ça va avoir le même comportement qu'une racine. Donc, je vais avoir une branche parabolique qui va être couchée. Et puis, évidemment, et encore un autre cas, j'ai par exemple le cas où j'ai une fonction qui est ax plus b. Quand x tend vers plus l'infini, j'ai f de x, j'aurais dû l'écrire dans l'autre sens. Quand j'ai f de x qui est ax plus b, donc qui est une droite, hein, ax plus b, j'ai f de x alors qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Hein, je me suis mis toujours dans cette situation-là, donc j'ai un a qui est strictement positif. Et cette fois-ci, quand je fais f de x sur x, je ne tombe pas sur un plus l'infini, je ne tombe pas sur un 0, mais je tombe sur a plus b sur x. Donc j'ai f de x qui va tendre cette fois-ci vers a. Pardon, excusez-moi. Et donc, ce que je vais dire dans ces cas-là, c'est que j'ai une direction asymptotique. Je sais que ma fonction, elle va globalement se rapprocher d'un truc qui aura la direction d'une droite à x.
C'est-à-dire que quand je fais f de x sur x moins a, je trouve quelque chose qui tend vers 0. Mais tendre vers 0, ça peut être tendre vers 0 comme ça de façon tout à fait régulière. Ça peut être tendre vers 0 en oscillant de plus en plus ou de moins en moins. Donc, globalement, là, je vais avoir une direction asymptotique dans les deux cas qui va être f de x égale à x. Dans le premier cas, si jamais j'ai vraiment une droite asymptotique, j'arriverai à dire que c'est non pas f de x moins ax qui tend vers quelque chose, mais j'aurai f de x moins ax qui tendra vers un nombre fixe b. Et dans ces cas-là, j'aurai une droite asymptote y égale à x plus b. Donc, quand j'ai une droite asymptote, c'est que j'ai déjà une direction asymptotique. Mais une direction asymptotique, c'est l'étape d'avant. C'est dire ça va se rapprocher de la droite. Je sais pas comment. Je ne sais pas si ça va s'y rapprocher en oscillant ou pas. Quand vraiment j'ai la droite, ça se rapproche de la droite et ça se colle carrément à la droite. Ce qui est important, c'est que jamais, jamais une fonction ne va, enfin une courbe représentative ne va croiser son asymptote en plus l'infini. Elle peut la croiser avant, hein, vous pouvez très bien avoir, j'ai fait un dessin je crois tout à l'heure qui correspondait à peu près à ça. Je peux très bien avoir une fonction qui va être asymptote à cette droite-là en plus l'infini. Donc je vais avoir un truc comme ça ici. Et puis tout d'un coup, hop, et puis là, ça va croiser. Je m'en moque que ça croise en moins l'infini. Mais par contre, je veux pas que, en plus l'infini, ça se croise. Je vais forcément avoir l'asymptote et la courbe qui vont se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, mais c'est tout. J'aurai toujours un petit espace entre les deux. Est-ce que j'ai un peu éclairci les choses? Oui, je crois. Je ne sais pas l'avis des autres. Oui. Sinon, effectivement, ce chapitre-là, bah, c'est un peu le regroupement, enfin, le tracé à partir du tableau de variation et des choses comme ça. Donc, c'est plus le regroupement de tout ce qu'on a fait avant sur les fonctions que des choses vraiment nouvelles. Donc, peut-être qu'il y a, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je sais pas. Mm. Mais moi, c'était surtout cette question-là que j'avais repérée. Du coup, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si entre tous les présents qui sont là, vous avez d'autres questions. Vous pouvez la poser ou me demander la parole ou bien la poser par le chat, comme vous voulez. Pas de questions et des autres semaines précédentes non plus? Je vois pas. Ah, je vois quelque chose qui bouge là-haut. Ah, je ne peux pas mettre tout le monde en conférencier. Il paraît qu'il y a un maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes maximum, on est 12. Ouais. Mais n'hésitez pas hein, à poser des questions, sinon ben, on le laisse là. Sinon, on va vous dire à la semaine prochaine, du coup. Hmm. La semaine prochaine, on va pouvoir travailler un petit peu sur l'intégration. Il y aura peut-être plus de questions. Attends, là il y a David qui Sur la propose quelque chose. multiplicité. Multiplicité.
de solutions, des racines, j'imagine. Alors, je récupère Oui. les racines d'un polynôme, je pense. Mhm. Alors, euh, je fais comment? Est-ce que vous l'avez toujours, le bloc-notes? On partage l'écran, oui. On voit ta parabole. Ce n'est pas parabole. Oui, j'ai changé de page. Comment ça se fait? Ah, J'ai mis une page là, blanche. il y a quelque chose qui. Je vais relancer partage. Voilà, ça arrive. Là, c'est bon. Alors, c'est bon, là, vous l'avez? Oui, oui. Oui, Bien. Alors, quand j'ai une racine d'un polynôme, un zéro d'un polynôme, alors disons R, et racine de P de X, ça veut dire que P de R est égal à 0. D'accord? C'est la définition. On dit racine du polynôme ou on dit 0 du polynôme, c'est pareil. Quand on dit ça, ça peut vouloir dire, par exemple, que j'ai un polynôme qui est x-1 facteur de x moins 2. Je vais avoir deux racines qui sont r égale 1 et r égale 2. Enfin, r1 égale 1 et r2 égale 2. Deux racines. Parce que, en fait, j'arrive à factoriser un terme x-1 à l'intérieur du polynôme p de x. Vous savez que tout polynôme à coefficient réel, je peux le factoriser sur les réels, soit avec des termes de degré 1 comme ça, soit avec des termes de degré 2. Le pire que je puisse faire, par exemple, c'est avoir p de x égale x2 plus 1. Ça, je ne peux pas descendre plus bas, parce que là, je tombe plus sur les réels, je tombe sur les complexes. Donc, si je veux rester en factorisation réelle, ça marche pas. Donc, quand je veux factoriser, je vais l'appeler Q de x, je vais l'appeler P, pardon. Quand je veux factoriser un polynôme, soit je vais trouver des termes de degré 1, soit je vais trouver des termes de degré 2. Ici, mes deux racines, elles apparaissent. Alors, R1 dans un seul terme x moins 1, R2 dans un seul terme x moins 2. Mais supposez que je prenne le polynôme t de x, qui est x moins 1 au carré, x moins 2. Dans ces cas-là, ce polynôme t de x, il va lui aussi avoir simplement deux racines, R1 égale 1 et R2 égale 2. Mais alors que dans P, elles avaient toutes les deux strictement le même rôle, x-1, x-2, là, x-1, c'est pas tout à fait pareil que x-2 parce que x-1, il apparaît au carré. Donc, je vais dire que je vais pouvoir factoriser deux fois par x-1. Je vais dire que R1 est une racine double, ce qui revient à dire que c'est une racine de multiplicité 2. C'est pareil. Ce que j'ai dit pour multiplicité 2, je pourrais le dire pour multiplicité 3, multiplicité 4, etc. Ça voudrait dire que je mets en facteur, un terme x moins 1 cube, x moins 1 puissance 4, etc. Alors, quel est le moyen le plus simple de s'apercevoir si une racine est de multiplicité 1, 2 ou 3? Si on a la factorisation, c'est simplement de regarder les degrés. Mais si on n'a pas la factorisation, regardez. Bon, maintenant qu'on connaît la dérivation, P de x, c'est x moins 1, x moins 2. Si je le dérive, c'est la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire une fois x moins 2, plus x moins 1, fois la dérivée de x moins 2, 1. C'est-à-dire que c'est
x moins 2 plus x moins 1, c'est 2x moins 3. Et si je calcule P' en 1, j'obtiens moins 1, alors que là, j'avais P en 1 qui valait 0. J'avais une racine de multiplicité 1, j'ai P de 1 qui vaut 0, P' de 1 qui ne vaut pas 0. Dans l'autre polynôme, dans le t de x, qui est x moins 1 carré x moins 2, si je fais la dérivée, je vais avoir la dérivée de x moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 fois x moins 1 fois x moins 2 plus x moins 1 au carré fois la dérivée de x moins 2 qui est toujours 1. Donc, globalement, je vais pouvoir mettre un x moins 1 en facteur dans les deux termes. Ça va être x moins 1 facteur de 2 facteurs de x moins 2 plus x moins 1. Et donc, là, quand je vais remplacer x par 1, je vais non seulement avoir t de 1 qui va valoir 0, mais aussi t' de 1 qui va valoir 0. Si j'ai une multiplicité 1, j'ai le polynôme qui s'annule en 1 et la dérivée qui ne s'annule pas en 1. Si j'ai une multiplicité 2, j'ai le polynôme et la dérivée qui s'annulent en 1. Et comme je m'arrête à la multiplicité 2, j'ai la dérivée seconde qui ne s'annule pas en 1. Si j'ai une multiplicité 3, j'ai le polynôme, la dérivée première, la dérivée seconde qui s'annule, et par contre la dérivée troisième qui ne s'annule pas. Donc c'est un autre moyen de trouver quelle est la multiplicité des racines d'un polynôme. Une fois qu'on a trouvé cette multiplicité, on va dire que eh bien, n'importe quel polynôme, je vais toujours pouvoir l'écrire x moins la première racine à une certaine multiplicité fois x moins la deuxième racine à une certaine multiplicité, etc. X moins la pème racine à une certaine multiplicité, sachant que quand j'écris ça, c'est que mes racines, elles peuvent être complexes, parce que quand j'ai un polynôme qui est à coefficient réel, je vous rappelle, si alpha i est racine, alors alpha i bar, le conjugué est racine. Et donc je retrouve mes termes de degré 2. Et j'ai la somme des multiplicités, M1, M2 jusqu'à MP, qui vaut le degré du polynôme, qu'en général on appelle N. Et comme ça, je suis capable de décrire complètement mon polynôme avec ses différentes racines. Multiplicité, c'est simplement le nombre de fois où la racine apparaît dans la factorisation du polynôme. J'ai répondu? Pour moi, oui. Et donc, x1 égale à x2. Donc x1 égale x2, etc. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Pour toutes les dérivées, le polynôme s'annule pour la même valeur. Exactement. Si j'ai une racine de multiplicité 3, et que cette racine, disons, c'est x1, je vais avoir x1 qui va être racine du polynôme, aussi racine de la dérivée du polynôme, aussi racine de la dérivée seconde du polynôme, et après ne sera plus racine des autres dérivées, des dérivées successives. Uniquement le polynôme, la dérivée première, la dérivée seconde. Ça dit c'est multiplicité 3. Il y a 3 polynômes pour lesquels elle annule. D'accord? Ça a l'air d'être plus clair. Oui. Mm. Ok. Il y a d'autres questions? Une autre question peut-être? N'hésitez pas, hein. On est là pour ça. On est là pour... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Bon, ben, s'il n'y en a pas, ben, on le laisse là. David, On va pas s'arrêter là plus de pour l'instant. questions? On se retrouve donc du coup pas pour l'instant. Ben, Mhm. On a des nouveaux qui nous ont rejoints ce soir là. Vous n'avez pas des questions sur les chapitres d'avant? d'accord, pas de questions pour cette semaine. Bon, bah Moi, je écoutez, vais c'est publier parfait. les vidéos de la semaine 9, d'accord, et je mettrai les exercices à fur et à mesure. Ouais. Y a-t-il un test final après le MOOC? Non, il n'y en aura pas. La note finale, ça sera la note, la moyenne test hebdomadaire. Pour les suivantes sessions, oui. Pour les suivantes sessions, on avait même dit qu'on ferait des partiels, c'est pas ça? Oui, on fera par bloc, non? 3 blocs et on fera 3 partiels. Ouais, c'est ça qu'on avait dit, je crois. On avait dit qu'on ferait 3 blocs. Ce qui vous fera encore plus d'exercices pour vous entraîner finalement. Parce que je crois que c'est Ouais. surtout ça qui est très important, c'est que on voit tellement de choses en si peu de temps qu'il faut vraiment, vraiment s'exercer sur des exemples. Parce que là, 3 exercices par vidéo, j'essaye de les Mais c'est choisir, déjà. mais c'est compliqué. Mais en Oui, 2 c'est déjà bien. semaines, il n'y en a pas Normalement, on arrive à plus de temps avoir non plus, ni pour le 28 faire, ni. exercices pour une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal déjà. Oui, c'est ça, parce qu'en une semaine, ça fait quand même 18 et 10, 28 questions auxquelles il faut répondre. Mm. C'est déjà du boulot, hein. Faut être honnête. Mhm. Eh ben oui. Allez, ben, bonne semaine à tous. Bon, Merci pareillement. bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de venir Super. participer. C'est chouette d'avoir des C'est échanges comme lundi, ça. ça? Oui, Bonsoir. Ouais, bonsoir. c'est bien. Merci Bonsoir. beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Non. Ah, bonsoir.
J'ai vu un âne, T'as vu? l'âne de Shrek. T'as vu? Non? Si, là, regarde dans la Ah, conversation. l'âne. Oui, je cherchais quelqu'un qui s'appelait Anne. En plus, je ne sais pas. Oui, l'âne. Non, non. C'est... Oui, mais J'ai lui, vu. oh, elle avait venu déjà un autre jour. Ah, je l'avais Nénès pas vu. 37. Moi, oui, j'avais vu l'âne. C'est assez caractéristique. J'aime bien. J'adore Shrek. Et Pampan. Bon, je n'ai Bon, pas vu les personnes de Google. J'espère qu'ils ont j'espère qu'ils ont enregistré. enregistré, ouais. Et peut-être qu'il a pas Sinon, pu. ben, Il avait dit que c'était pas facile pour lui le lundi soir, je crois. Donc, ah, Julien. ah oui, il avait dit ça? Ouais, je crois. Aïe, Je sais plus. je Mais ne bon, sais là, pas non plus. ils avaient bien noté les dates, donc t'as raison. Ah oui, c'est dommage. L'enregistrement, c'est Ah, bah voilà, intéressant. pas de souci, c'est enregistré. Ah, merci. Il le dit. D'accord, c'est bien. Ah, c'est bien. Voilà, super. Merci. Mais Merci là, beaucoup. comme il met tout plein d'interrogations, je ne l'avais pas reconnu. Eh ben, C'est moi parfait. non plus, je n'avais pas vu que c'était. Mais les points d'interrogation, en fait, ça devait être lui. Super. Super, c'est impeccable.